c'est un centre d'interprétation qui voue ses sujets à l'histoire de la compagnie Price Brodeur et tous les sujets qui s'y rattachent. Je me nomme Joëlle Hardy, directrice du Centre d'histoire Sir William Price à Kenegami. Le Centre d'histoire Sir William Price est dans un bâtiment assez particulier. C'est la chapelle Saint-James the Apostle qui est derrière nous. Donc, un bâtiment qui n'est pas à son lieu d'origine. Je vous explique un peu le contexte. La ville de Kenegami, c'est une ville de compagnie qui a été fondée toute pièce par Sir William Price autour de l'usine Price Brodeur, la fameuse papetière de Kenegami. Et la chapelle Saint-James, c'est le premier lieu de culte de Kenegami et c'est aussi une chapelle anglicane, donc qui était surtout utilisée au début par les cadres de la compagnie. Oui, bien, la compagnie Price, ça commence au début des années 1800 à Québec avec William I. C'est une grande épopée qui a une très grande importance dans le développement et l'ouverture de la région. Donc, on se souvient un peu de l'histoire de la Société des 21, de l'ouverture de la région par rapport à l'exploitation forestière. William Price I fait partie là, des pionniers de la région. Nous, c'est un centre d'interprétation qui met en valeur Sir William Price. Donc, on parle de la 3e génération ici. On parle plus d'industrie papetière, là, nous, de notre côté. La chapelle, c'est un petit trésor patrimonial de Kenegami. C'est la preuve d'une autre époque. C'est la preuve que l'histoire perdure. Donc, c'est un bel espace. Les gens en profitent. Puis les gens apprécient bien le secteur. Tout ce qu'on fait, on veut le faire en respect du lieu. Donc, on veut toujours ressentir l'esprit de la chapelle, la chaleur qu'elle procure, les éléments architecturaux comme par exemple les croisillons. On veut toujours, peu importe presque l'endroit, être capable d'admirer les 2 vitraux de la chapelle. Donc, tous ces éléments-là, on essaie toujours de les conserver puis de toujours les rendre accessibles aux visiteurs. Donc, la chapelle, c'est un lieu particulier, puis on se doit de le respecter. D'ailleurs, elle a été repeinte récemment. C'est très mignon. Les gens qui la repeignaient étaient en train d'enlever la vieille couche de peinture, puis il y a un citoyen qui s'est arrêté en disant « Non, non, vous ne pouvez pas la décaper comme ça, c'est le bois d'origine et tout. » C'est pas le cas. Mais même, peu importe ce qu'on fait, les gens vont s'en mêler ou vont dire « Écoutez, là, ça, c'est la chapelle de Kenegami. Il faut qu'elle demeure belle, il faut qu'elle soit dans un beau lieu, il faut qu'elle soit bien entretenue. » Les gens l'ont à cœur. Donc, c'est le fun de voir que les gens ils ont un petit pincement quand on fait quelque chose, comme quand on a fait l'éclairage architectural de nuit de la chapelle. Les commentaires ont fusé partout à ce moment-là. Les gens sont contents, ils ont l'impression qu'on met en valeur leur secteur. Donc, c'est toujours positif jusqu'à maintenant. Je me nomme Joëlle Hardy, je suis directrice du Centre d'histoire Sir William Price. Une exposition, quand on commence à la créer, je pense que c'est comme une œuvre. On sait quand on commence, on sait par où on s'en va au début, mais sincèrement, on ne sait pas toujours où on finit. L'exposition œuvre sur papier, c'est une enquête avec des descendants, des œuvres, une histoire à découvrir et à transformer. Donc, on commence, on embarque dans l'aventure, puis ça donne une exposition plus tard. On a fait affaire avec une firme, Bergeron Gagnon de Québec. Le rôle de la firme, c'est de produire concept et devis. En fait, en bon client, on n'aurait peut-être pas dû embarquer autant nos pieds dans la création, mais je pense que tout le monde de l'équipe et tout le monde de la firme aussi a pris plaisir à ce que ça devienne un gigantesque brainstorm où tout le monde met ses capacités, ses formations puis ses idées. Puis c'est ce qui crée un produit très nouveau là, pour le centre. Monter une exposition permanente, c'est pas du tout les mêmes défis. En 2010, le Centre d'histoire Sir William Price avait été nommé dans le cadre de Saguenay Capitale culturelle. Et Martin et moi, on avait commencé à travailler ensemble à cette époque-là sur le projet pour créer une exposition temporaire. Donc, on avait vécu là, des défis à ce moment-là, tant budgétaires que techniques par rapport à l'exposition. Mais cette fois-ci, c'est de l'ordre
d'une différence de grandeur. Là. Il y a beaucoup plus de défis, mais surtout, on avait beaucoup plus d'exigences par rapport aux produits, comme par exemple le fait que l'exposition devait être entièrement déplaçable, tout en étant permanente, le fait qu'on voulait quelque chose d'assez explosé, de vif, qu'on voulait respecter l'œuvre et l'art de Francesco Iacurto et de Kathleen Shackleton, le fait qu'on voulait voir les travailleurs avant tout. Donc, on avait plusieurs défis, puis il a fallu gérer avec, mais je pense que c'est ce qui fait un produit de qualité. On est régional, on veut travailler régional et on tient à faire travailler les gens de la région. Donc, notre ébéniste vient de la baie. Notre firme de son et lumière de Chicoutimi, les gens qui ont restauré la chapelle, c'est des Jonquiérois. Donc, on a choisi nos intervenants partout dans la ville de Saguenay le plus possible. Puis, les gens sont d'ici, les capacités, on les a ici. L'exposition s'appelle « Œuvres sur papier ». Je crois qu'on pourrait dire qu'effectivement, c'est une très belle réussite pour le Centre d'histoire. Puis, moi, j'en suis très fière, tant au niveau professionnel que personnel. Donc, notre ancienne exposition, La vie de Sir William Price, en 6 tableaux, datait de 1997. On a reçu une subvention du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine via la ministre Saint-Pierre en automne 2010 pour renouvellement d'exposition permanente. Donc, un grand élan de création a démarré à ce moment-là pour créer l'exposition actuelle, c'est-à-dire Œuvres sur papier, portrait de travailleurs de la compagnie Price Brodeur de 1930 à 1960. Dans l'ancienne exposition de 1997, il y avait un cadre, et sur ce cadre-là, il y avait des cartes de soie. Des cartes de soie de Francesco Iacurto et de Kathleen Shackleton. Donc, les cartes de soie ont été produites dans les années 30 aux années 60, donc la période de l'exposition. Puis, c'était dans le but d'honorer les travailleurs de long service. Donc, ces travailleurs-là ont des trentaines, quarantaines d'années d'expérience, sont partis du bas de l'échelle pour devenir contremaîtres. Et la compagnie, dans un programme de valorisation, avait voulu mettre l'accent sur justement ces qualifications-là des travailleurs et donc de rendre plus humain, en fait, tout le travail qui était effectué dans les chantiers à l'époque. Nous, on a démarré avec 19 cartes de soie. D'ailleurs, elles sont tous sur le mur. Donc, on les présente tous immédiatement. Donc, à l'intérieur de la carte de soie, il y a une courte biographie du travailleur avec sa date de naissance, son lieu de naissance et tout et tout. Et notre historien, Patrick Tremblay, qui a travaillé avec nous pendant presque 1 an, a fait des recherches généalogiques pour retrouver les descendants de ces travailleurs-là. Il y a une course folle qui s'est faite Montréal, Québec, Péribonka, Matane pour essayer de retrouver les descendants pour savoir mais qui était votre grand-père? Est-ce qu'il partait longtemps? Est-ce qu'il vous a déjà raconté des histoires tout petit quand il allait dans les camps, quand il coupait les arbres? Est-ce que vous avez déjà vu sa scie mécanique dans le garage? Ah oui, votre grand-père était cuisinier? Ah oui, il a un livre de recettes. Ah, les familles sortent des albums photos. Et oui, pareil au portrait, c'est incroyable. Puis on découvre l'homme, leur surnom, leur patois. Puis ces hommes-là, en fait, dans l'exposition, on vous les fait découvrir, oui, du côté de leur travail, mais aussi par leur côté très humain. Mais la réalité nous apprend, via un article écrit à l'époque, qu'il y a plus de 110 portraits qui ont été produits de travailleurs. Moi, je dis que trouver un portrait de Francesco Iacurto, pour nous, c'est comme trouver un Graal. C'est une recherche, on ne sait pas quand on va tomber dessus, on ne sait pas tout à quoi il ressemble, mais c'est fantastique à chaque fois. Puis on ne sait pas où ils sont. Il y en a aux États-Unis très sûrement, il y en a au Canada, il y en a dans des musées, il y en a dans des familles. J'ai confiance en l'avenir. Je pense qu'ils vont venir un peu tout seuls, par les visiteurs, par le bouche à oreille, par la promotion qu'on va faire. Par exemple, au début de l'été, j'ai un monsieur qui m'a écrit sur le courriel du site du Centre d'histoire. Puis il m'écrit tout simplement « J'ai vu tel monsieur sur votre publicité, j'aimerais savoir c'est qui. J'ai l'impression de le connaître. » Donc, on transmet l'information, puis j'ai foi en l'avenir. Donc, qui sait?
Dans les années 40, l'arrivée progressive de la scie mécanique amorce une révolution dans l'histoire de nos forêts. La scie augmente la capacité de coupe jusqu'à 55%. Si la compagnie voit à la formation et à l'entretien, l'employé fournit la plupart du temps son propre équipement. Pour le nouveau travailleur forestier, la scie mécanique entraîne des coûts supplémentaires, des possibilités de bris et nécessite une attention plus soutenue à cause des risques. C'est une œuvre qui a été commandée à Mme Aline Martineau. Elle illustre en fait une courte histoire, un court récit qui a été écrit par M. Philippe Saint-Gelais de Jonquière, dont le père travaillait à la cartonnerie. Donc, dans ce court récit-là, M. Saint-Gelais raconte les nuits qu'il passait avec son père à l'usine. Le texte est très... c'est presque poétique, là. C'est vraiment beau. Puis on a fait illustrer ce récit-là. Elle a produit cette œuvre-là, donc qui est dans une caisse de livraison. Puis observer les scènes principales de l'histoire une à une à travers ces cases-là. Pour ce qui est de la fierté des familles envers leur grand-père, le cas de la famille Larouche est très important. Donc, on a rencontré la famille à Péribonka, dans un tout petit chalet ultra mignon. Donc, M. Larouche, qui a été contremaître graveur, s'occupait en fait du transport du bois sur la rivière Péribonka. On a eu une entrevue extraordinaire avec eux. C'était notre première d'ailleurs, donc c'était encore plus fantastique. Et la famille Larouche est tellement fière qu'ils ont accepté de nous prêter le portrait original au pastel de leur grand-père. C'était vraiment une fierté familiale, puis ce l'est encore aujourd'hui. La famille a tous très hâte de découvrir l'exposition. Donc, ils l'ont vraiment droit au cœur, au point de vouloir le montrer à tous ceux qui veulent bien le voir. Une famille très fière.